Voilà, toujours en direct sur la page Facebook de Cité 21. On est très heureux de se retrouver ici à Dijon. On va rencontrer l'UGAP. Alors, qu'est-ce que l'UGAP? Eh bien, on a la chance d'avoir avec nous Cyril Aran, directeur réseau territorial adjoint, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Cyril. Bonjour, Monsieur Presti. Alors, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a peut-être quelques-uns. On va peut-être recentrer un peu ce qu'est l'UGAP et quel est votre ADN. Très bien. Alors si vous le voulez bien, je vais en fait introduire ce qu'est l'UGAP au travers des éléments qui caractérisent sa signature aujourd'hui. L'UGAP, donc, c'est l'achat public responsable, proche, utile et innovant. Et donc je vais vous expliquer ce qu'est l'UGAP au travers de ces trois mots. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer par la notion d'utilité. Oui. À quoi sert l'UGAP et à qui sert l'UGAP? L'UGAP en fait est une centrale d'achat public généraliste française qui s'adresse aux trois types de fonctions publiques que l'on connaît, donc l'État, le monde hospitalier et bien évidemment le secteur des collectivités territoriales. En fait, par le biais des marchés que nous avons déjà notifiés auprès de 650 fournisseurs, juste un petit mot sur ces 650 fournisseurs, sachez que 53% de ces 650 fournisseurs sont des PME. Donc quand on parle de centrale d'achat avec des chiffres d'affaires de plus de 3 milliards d'euros sur les 2017, on pourrait se dire que seules les grandes entreprises peuvent accéder au marché du GAP. Pas du tout. Plus de la moitié de ces titulaires de marché sont des PME. Donc voilà, ces marchés que nous avons notifiés auprès de ces titulaires de marché couvrent 5 grands domaines. Le domaine de la mobilité, le domaine informatique, le domaine médical, les services et ensuite et enfin je dirais le secteur du mobilier de l'équipement général. Ces PME se situent dans le territoire proche, c'est décentralisé? Alors ces PME sont situées sur tout le territoire français. Ouais. Par exemple pour la Bourgogne-Franche-Comté, quelques chiffres, nous avons 24 titulaires de marché qui bénéficient de la commande publique de nos 21 000 clients publics actifs. Et sur ces 24 titulaires de marché, ces 24 titulaires de marché ont reçu plus de 30 millions d'euros de commandes en 2017. Voilà, c'est nos titulaires de rang 1, comme l'on dit. Derrière, il va y avoir toute la partie sous-traitance et toute la partie de service également, qui sont peut-être opérés par des grands groupes en dehors du territoire, mais pour autant prestés en Bourgogne-Franche-Comté. Et si on additionne tout ça, on arrive à un chiffre de plus de 50 millions d'euros de commandes publiques adressées via l'UGAP aux entreprises situées sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Donc adresser son achat à l'UGAP, ce n'est pas sortir la commande publique du territoire, c'est bien évidemment en partie l'adresser aux titulaires présents dans la région. Dans la région, voilà. C'est important. Donc voilà sur cette notion d'utilité. Proximité, on vient d'en parler. Dijon accueille la direction territoriale de l'UGAP, Bourgogne-Franche-Comté. C'est une vingtaine de collaborateurs, avec une direction adjointe sur Besançon qui gère les 4 anciens départements de Franche-Comté. Ces 20 personnes sont là pour aller à la rencontre des collectivités, du secteur hospitalier de l'État, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en adéquation nos offres avec les besoins qu'ils émettent. C'est vraiment un accélérateur de projet, c'est ça qu'on souhaite aussi dire, c'est que l'UGAP, du fait de la disponibilité immédiate de ces marchés, lorsqu'une collectivité a un projet, elle peut nous solliciter immédiatement un simple devis et un bon de commande, et elle est réputée avoir satisfait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Et vous êtes force de proposition, vous pouvez aussi développer et faire avancer les projets aussi. Tout à fait. La chance que l'on a, c'est que l'on est sur beaucoup de projets imaginés par différents clients. Et on pourrait parler de mutualisation de projets, puisqu'on va arriver avec l'expérience d'autres clients et en faire bénéficier plus directement le client concerné. Oui, allez-y. Peut-être donc sur le dernier mot innovant. Sur le dernier mot innovant, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, on en parlera tout à l'heure. On a une illustration de cette notion d'innovation au travers de la thématique Smart City qu'on évoquera en fin d'entretien. Juste un petit mot, Cyril. On parle évidemment des collectivités, mais comment les PME peuvent entrer à l'UGAP? C'est compliqué, c'est difficile, il y a un cahier des charges à respecter? Alors, tous les marchés qui sont passés par l'UGAP, c'est un marché public traditionnel, publié sur un site qui s'appelle Place, le site des achats de l'État. Les PME, aujourd'hui, par le biais aussi d'une modification du droit des marchés publics, on va dire, et la notion de groupement qui a aussi été un petit peu aménagée pour faciliter l'accès de ces PME en groupement à des marchés publics nationaux,
voilà, Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai quelque chose à vendre, je voudrais m'adresser à l'UGAP pour que mon produit soit vendu au catalogue. Au catalogue. Comment ça fonctionne? Alors on a une direction des achats de plus d'une centaine de personnes qui, comme tout acheteur public, procède à du sourcing. Donc j'encourage les différentes PME qui ont des solutions à proposer à nos différents clients publics et qui souhaiteraient. Alors quand on dit référencé à l'UGAP, c'est toujours un terme que je n'aime pas forcément, puisqu'on n'est pas référencé à l'UGAP, on répond à un marché public et on devient titulaire d'un marché à l'UGAP. Mais dans la démarche, c'est de se faire connaître auprès de l'établissement, auprès des acheteurs, auprès du réseau territorial. On a un stand ici sur le salon Cité 21. On a aussi bien des clients que des entreprises qui viennent et on est ravis de les accueillir pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Merci Cyril. Alors pour synthétiser tout ça, on va regarder justement une vidéo et puis on retourne sur le plateau et on recevra Guillaume Malespine. Regardez. Merci. Qui est l'UGAP? Un acteur spécifique de l'achat public. Avec près de 22 000 clients, plus de 3,2 milliards d'euros hors taxes de commandes d'achat, plus de 670 fournisseurs dont 53% de PME, 890 000 références issues de 2400 marchés. Nous proposons 12 solutions pour apporter des réponses adaptées aux projets de nos clients. Des flottes de véhicules à l'éducation, des systèmes d'information à l'environnement urbain, de l'aménagement des territoires à la protection des personnes. L'UGAP relaie des politiques publiques sur 3 grands sujets. Le développement durable. 44% des commandes incluent au moins un critère de développement durable. Les PME et l'emploi local. 80% des marchés sont conclus avec des PME et ETI. Les fournisseurs génèrent plus d'1 million d'emplois directs en France. L'innovation. La méthodologie déployée à l'UGAP est constituée de 4 étapes. La détection, la qualification, l'achat, le déploiement. En 2017, l'UGAP a réalisé 100 millions d'euros hors taxes d'achats innovants. En 2020, son objectif est de réaliser 200 millions d'euros hors taxes. 28 de nos titulaires sont certifiés Pass French Tech. Voilà, retour sur le plateau avec l'UGAP, c'est Guillaume Malespine. Bonjour Guillaume, vous êtes directeur audit, contrôle interne et risque. Alors justement, vous êtes là aussi pour prévenir les risques liés à l'achat? Oui, comme l'a suggéré Cyril, on voit bien la difficulté qu'il y a pour les collectivités, mais pour l'UGAP aussi, puisque l'UGAP est un acheteur comme toutes les collectivités, à lancer une procédure, à sourcer les opérateurs économiques susceptibles de répondre. Donc il y a une vraie difficulté, c'est une matière technique. Et l'intérêt que pourraient avoir les élus présents sur ce salon d'avoir recours à une centrale d'achat, c'est une faculté. La réglementation de l'achat public est très diverse. Elle offre aux collectivités la possibilité soit de lancer leur propre procédure, et on perçoit la difficulté à lancer une procédure, soit à avoir recours à des structures d'achat mutualisées, et l'UGAP en est une. L'UGAP en est une, c'est une centrale d'achat généraliste implantée sur le territoire, comme l'a rappelé Cyril. Cela présente plusieurs intérêts. D'abord, un intérêt juridique évident. Le principe est que lorsqu'une collectivité territoriale ou un service censé mettre en œuvre les règles de la commande publique recourt à une centrale d'achat comme l'UGAP, cette collectivité est réputée avoir satisfait à ses obligations juridiques. Et ça veut dire que vous êtes une sorte de garantie finalement alors? Nous sommes une garantie en effet en termes de régularité de la procédure d'achat, et nous sommes une garantie, j'en dirai quelques mots dans un instant, au stade de l'exécution. Au stade de l'exécution du marché, l'achat public ne s'épuise pas dans l'acte de passation. Lancer une procédure, ce n'est pas une fin en soi. Il y a ensuite toute la phase exécution du marché, avec le fournisseur, mais aussi avec les clients. Et donc, nous apportons une garantie en amont du processus, en sélectionnant
nos fournisseurs sur la base d'un cahier des charges public, Oui. en respectant les grands principes de la commande publique. Et nous sommes aussi une garantie au stade de l'exécution, car nous veillons, et c'est tout l'objet de la politique de conformité que porte l'UGAP, nous veillons à ce que nos titulaires exécutent le marché qu'ils ont conclu avec nous conformément à ce qui a été prévu. Donc une optimisation des dépenses aussi. Voilà, une optimisation de dépenses. Donc il y a un intérêt juridique en amont, un intérêt juridique en aval, un intérêt aussi économique. Hein. L'acte d'achat, ce n'est pas qu'un acte juridique, c'est un acte économique. Et de ce point de vue, l'expertise qu'a l'UGAP avec son réseau d'acheteurs, la connaissance intime de l'amont industriel, la connaissance intime du territoire à travers notre réseau territorial, permet finalement aux fournisseurs, mais aussi aux collectivités, d'avoir une relation tout à fait étroite pour répondre aux justes besoins de la collectivité. Et donc c'est une sorte de rationalisation. C'est une rationalisation. Le terme rationalisation a une dimension un peu technique, technocratique, mais en effet, c'est une rationalisation du travail de la collectivité. Encore une fois, la collectivité, si elle n'a pas la ressource en interne pour lancer une procédure, il est de bonne méthode qu'elle externalise sa fonction achat. Elle peut l'externaliser sur des segments d'achat qui nécessitent une expertise particulière. Par exemple, lorsqu'on achète du gaz ou de l'électricité, peut-être que la collectivité, surtout des collectivités de petite dimension, de petite strate, hein, au sens du Code général des collectivités territoriales, peut-être ces collectivités n'ont pas la ressource interne, l'expertise. Et donc, la rationalisation, c'est aussi de savoir externaliser lorsque c'est souhaitable. Et alors justement, vous apportez votre intégrité publique en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes, on l'a vu, vous êtes vraiment le tampon de certifié, quoi. Voilà. Alors la politique d'intégrité qui est portée par l'établissement, elle s'inscrit dans un mouvement plus large souhaité par le gouvernement à travers les exigences bien connues des élus que sont les exigences de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Et l'UGAP, de ce point de vue, s'inscrit totalement dans cette démarche avec la structuration d'une politique de conformité qui est, de mon point de vue, un gage de confiance vis-à-vis des fournisseurs. Les fournisseurs ont la certitude que s'ils sont sélectionnés, c'est au terme d'une procédure parfaitement régulière, très clairement, il n'y a pas de favoritisme admissible. Donc c'est un gage de confiance vis-à-vis de nos fournisseurs, mais c'est aussi un gage de confiance vis-à-vis de nos clients. Nous garantissons à nos clients que l'offre qui sera portée par nos titulaires est parfaitement conforme à ce que les titulaires ont convenu en signant un marché avec l'UGAP. Alors vos clients, justement, Guillaume Malespine, sont les collectivités, mais il y a une ouverture depuis quelques années sur les PME également. Oui, alors les PME ne sont pas au sens strict nos clients. Les PME sont des fournisseurs potentiels, comme l'a rappelé Cyril Arran. Il y a en effet une volonté très forte de l'établissement de soutenir les PME. L'UGAP a reçu plusieurs fois le label responsabilité de fournisseur achat responsable, et l'un des items de ce label, il y a un cahier des charges extrêmement rigoureux, c'est précisément d'identifier la part de marché qu'un établissement public comme le nôtre accorde aux petites et moyennes entreprises, soit en tant que titulaire de premier rang, ce qui est l'hypothèse évidemment la plus souhaitable, soit en incitant les PME à faire acte de candidature en groupement. Et de ce point de vue-là, la réglementation offre aux acheteurs publics, comme l'UGAP, des outils permettant d'inciter les PME. Par exemple, la structure d'un allotissement permettra à des opérateurs économiques type PME de répondre plus favorablement avec des chances plus grandes d'obtenir un marché. On comprend aisément que si on a un marché global avec des exigences en termes d'effectifs, en termes de capacité, en termes d'assises financières, une PME aura moins de chances d'être attributaire que si on conçoit un allotissement géographique ou un allotissement technique peut-être moins dimensionné dans son périmètre.
Donc vous offrez aussi des services, hein, c'est cette notion de service et de proximité. Voilà, c'est ça. On est tout à fait en proximité des fournisseurs, mais aussi on est en proximité des territoires, puisque, comme l'a rappelé Cyril, nous avons des implantations territoriales. Voilà. C'est très important. L'UGAP, ce n'est pas qu'un établissement public national avec un siège en région parisienne. L'UGAP, c'est Vous êtes vraiment sur le territoire. Un établissement public avec des directions territoriales, mais des directions infra-territoriales qui sont vraiment au plus près, comme l'a rappelé Cyril, à Dijon. Alors, comme l'a rappelé Cyril, on en parle beaucoup de Cyril Aran. Troisième terme, c'est l'innovation. Alors, justement, vous avez lancé cette marque. C'est une marque Smart City? C'est une marque? Non, alors non, c'est un terme, je vais dire, qui est plutôt générique et employé par tout un chacun, hein, Smart City. On a lancé en tout cas une brique de solution Smart City à l'UGAP. On est en train d'ailleurs d'aménager notre site ugap.fr pour faire une page dédiée sur la Smart City, puisque la Smart City, c'est vraiment un terme très générique, très vaste, qui peut englober beaucoup de choses. Donc on a, je vais dire, quelques briques de solutions Smart City. On est assez modeste encore sur le sujet, mais voilà, on développe en tout cas ce modèle de Smart City. On va en parler, Cyril. On va juste voir une vidéo justement pour nous rappeler ce que l'offre, et puis on revient sur le plateau dans quelques instants. Découvrez des solutions pour optimiser la gestion de vos territoires. Ces solutions permettent d'optimiser les services aux citoyens en facilitant leur quotidien dans le domaine de la mobilité, la santé, d'optimiser la consommation des ressources énergétiques et le traitement des déchets, d'optimiser la relation citoyenne en impliquant les habitants dans les décisions des collectivités. Optimiser les services aux citoyens avec, par exemple, les abris voyageurs connectables qui s'adaptent au mode de vie des usagers en facilitant l'accès à l'information, l'accessibilité auditive qui permet une transcription instantanée de la parole et visio-interprétation en langue des signes pour les agents et les usagers du service public en situation de surdité. La consultation médicale par téléphone qui apporte un avis médical sans délai et sans se déplacer. Optimiser la consommation des ressources énergétiques et le traitement des déchets avec, par exemple, les prestations d'efficacité énergétique pour améliorer la performance énergétique de votre patrimoine immobilier. L'éclairage public pour maîtriser votre consommation avec des lampadaires solaires autonomes. La constitution et le suivi de l'état des écosystèmes fragiles grâce aux données satellites. Optimiser la relation citoyenne grâce à la démocratie participative pour impliquer les citoyens dans le choix et la conduite de projets relevant de la compétence des collectivités ou de l'État, l'accompagnement à la conception et à la conduite de projets, l'abonnement à des plateformes numériques. Retrouvez toutes ces offres sur ugap.fr/smartcity. Voilà, de retour sur le plateau ici à Cité 21 à Dijon. Alors 2018, c'est les 50 ans de l'UGAP, hein, on l'a dit. Et cette année, vous intégrez des offres dites Smart City, comme on dit. On peut avoir quelques exemples concrets, Cyril Aran? Oui, alors on en a vu quelques-uns dans la vidéo qui a précédé, mais typiquement, nous allons retrouver des lampadaires solaires autonomes. L'avantage de ce lampadaire, c'est qu'en fait, il peut, si je caricature un petit peu les choses, il peut être posé au bout d'un parking. Vous n'avez pas de génie civil à faire pour amener de l'électricité, et il fonctionne vraiment par tout type de temps. On en a implanté déjà en Franche-Comté et un petit peu partout en France, mais voilà, c'est un produit qui fonctionne très bien, qui s'adresse aussi bien aux grandes métropoles qu'aux collectivités de taille moyenne. Donc voilà, vraiment accessible à tous. La Smart City, ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé aux grandes villes. Ouais. La ruralité, les petites collectivités, sans que ça soit péjoratif bien sûr ce terme de petites collectivités, peuvent accéder à ces services de Smart City. On peut également donner comme exemple des prestations de services par drone. On a cette prestation au catalogue. Aujourd'hui, vous avez un édifice à refaire. On parlait tout à l'heure de marché à établir. Dans les marchés de travaux, il faut
définir son besoin. Parfois, c'est un petit peu compliqué de déterminer l'état réel d'un immeuble ou d'un édifice à refaire. La prestation par drone peut... ça limite les frais en plus. Ça limite les frais, il n'y a pas d'emprise sur la voirie, avec un échafaudage. Enfin, voilà, on a ce type de prestations qui sont disponibles. Et puis on l'a vu aussi sur la thématique démocratie participative qu'on peut intégrer dans la Smart City. On propose également un accompagnement avec des prestations intellectuelles. On va avoir du conseil en organisation, en audit et en financement pour savoir comment est-ce que un système internet, un site internet peut être mis à disposition des citoyens pour une consultation sur tel ou tel sujet. Donc on a cette partie prestation intellectuelle et ensuite la partie plus réalisation avec des abonnements à des plateformes qui existent déjà. Cyril, comment faire le bon choix en matière de solutions innovantes? Vous êtes là aussi pour nous expliquer à nous ce qu'il faut faire? Alors nous faisons effectivement accompagner par des prestataires. Nous avons des marchés dédiés avec des prestataires vraiment reconnus sur la place pour venir écouter le client, définir son besoin et ne pas l'emmener, sur un projet complètement ahurissant et financièrement et en termes après, techniques. Il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de nos clients et pour cela on se fait accompagner par des titulaires de marché qui vont calibrer le projet dans un premier temps. Et puis ensuite, tout l'intérêt aussi de passer par l'UGAP, c'est que vous pouvez arrêter, on ne peut pas être phase itérative, vous pouvez arrêter ou poursuivre, ou en tout cas peut... par tranche. Et vous avez le temps de réfléchir en fonction des données que l'on vous a remis. D'après vous, Cyril, pourquoi les villes, les villages ont intérêt à accroître cette dimension Smart City? Alors je dirais qu'il y a au moins en tout cas de bonnes raisons. Une première raison, c'est que c'est pour l'attractivité du territoire. C'est tout citoyen, tout entrepreneur qui travaille sur un territoire, il a besoin de services modernes aujourd'hui, il a besoin d'un accès au numérique, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Le touriste qui se rend dans une ville, il a aussi besoin de se connecter, d'avoir un accès à un certain nombre de services, donc rendre le territoire attractif pour les citoyens et pour les usagers, et puis également pour, les agents de la collectivité qui travaillent dans une collectivité. Ça permet à ces agents de travailler dans une dynamique, moderne, ça permet à la collectivité de conserver les talents, d'avoir des projets ambitieux à travailler, c'est toujours intéressant pour les agents des collectivités. Et on l'a vu dans les quelques projets qu'on a pu accompagner, au sein même de la collectivité, le fait d'avoir un projet Smart City, cela permet aux services qui ne travaillaient peut-être pas forcément régulièrement ensemble, quelque part ils sont contraints, mais dans le bon sens du terme, de collaborer, puisqu'il va falloir que la direction informatique discute avec la direction de l'urbanisme, avec la direction générale, avec les différentes directions concernées. Et on revient à l'humain, du coup. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Vous voyez que l'UGAP a de grands services et de grande qualité. Donc merci Cyril Arand. Merci à vous. Merci Guillaume Malespine d'être venu sur ce plateau. Et moi je vous conseille d'aller sur le stand de l'UGAP et puis vous pourrez continuer cette discussion. Voilà, merci d'être venu. On va se retrouver dans quelques instants avec d'autres invités autour de cette table. Vous pouvez voir et revoir cette interview sur la page Facebook Cité 21. Voilà, à tout à l'heure.